Baobab audiovisuel, la force du son et de l'image. Bonsoir, chers téléspectateurs de Baobab audiovisuel. Nous sommes ici à Dakar, dans la région de Dakar. Nous vous présentons notre émission qui concerne de discuter avec nos jeunes de la région, nos jeunes du pays, mais aussi nos jeunes politiques qui sont sur les décisions du bien-être des Sénégalais. Aujourd'hui, on a eu le plaisir et l'honneur d'avoir un jeune de la région de Sédhiou qui travaille dans le PASTEF, les Patriotes. C'est un jeune vraiment qui est connu au niveau national et qui ne cesse de faire ses preuves. Nous allons lui laisser le temps de se présenter aux téléspectateurs de Baobab audiovisuel. Monsieur. Merci beaucoup. Des salutations adressées à vos téléspectateurs. Merci. Mais également les internautes qui nous suivent à travers vos plateformes digitales. C'est Ansou Sambou, membre de PASTEF, membre du secrétariat national à la communication de PASTEF, également militant engagé dans le parti depuis quelques années quand même. Et je suis professeur de SVT, environnementaliste de formation. Okay. Je suis également écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent va sortir dans, disons, une dizaine de jours. Inch'Allah. Donc, M. Sambou, concrètement, aujourd'hui, vous êtes membre du PASTEF. Qu'est-ce qui a changé dans les 4 ou 5 mois de votre règne après l'accession au pouvoir? Ce qui a changé actuellement, c'est que nous avons quitté une partie du champ politique, c'est-à-dire l'opposition, pour rejoindre le pouvoir. Naturellement, ce qui est un mouvement qui s'opère quand il y a alternance, ce que nous avons essayé de faire et qu'on a réussi au prix de plusieurs sacrifices. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, c'est un peu ça qui a changé. Comme j'ai l'habitude de le dire, le pouvoir est un outil de transformation sociale et économique. Aujourd'hui, nous sommes dans l'exercice du pouvoir, avec comme touche particulière l'envie de rompre avec ce qui se faisait avant et de diriger le Sénégal dans un autre registre, un registre de souveraineté. La boussole, c'est ça, mais également de réappropriation de nos ressources naturelles, mais également souveraineté à tout point de vue, militaire, économique, mais également géopolitique et diplomatique. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit à l'entente de mes propos, quels sont les changements concrets que nous pouvons lire aujourd'hui dans le quotidien des Sénégalais? Dans le quotidien des Sénégalais, ça peut ne pas se voir carrément, mais on a essayé quand même. Avec la réduction des prix des denrées de première nécessité, mais également le calme est revenu dans le pays. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 4 ans environ, il y avait une tension sociale et politique qui est liée à une rivalité politique entre pouvoir et opposition, et surtout axée sur l'APR et PASTEF. Donc, ce qui a lourdement impacté la vie des populations, mais également la quiétude des citoyens sénégalais. Aujourd'hui, nous avons réussi, grâce à une alternance démocratique, à faire revenir le calme et la sérénité dans le pays. Il y a également à noter que dès la prise de pouvoir, nous avons rompu avec ce qui se faisait avant. Nos premières visites, nous les avons accordées à nos voisins africains d'abord, ouest-africains j'allais dire, avant finalement de s'ouvrir, de commencer les visites au niveau international. Et à chaque fois qu'on a été à l'international, on a essayé de ramener des contrats et des conventions qui permettront au Sénégal d'avancer vers la souveraineté qu'on a vendue en tout cas au Sénégalais. La récente visite en Chine également entre dans ce sens. Ce qui a changé véritablement, c'est qu'aujourd'hui on est resté pendant 5 mois, jamais d'annonce de scandale, de détournement de deniers publics, alors qu'avant, on ne pouvait pas rester une seule semaine sans qu'il y ait un scandale qui éclate dans le pays par rapport à la gestion. Ça, c'est à saluer. L'autre élément également, c'est que les Sénégalais ont au moins le privilège d'avoir des informations. Du point de vue de la transparence, le gouvernement est en train de faire des efforts pour mettre au courant des Sénégalais tout ce qu'ils sont en train de faire en termes de réalisation et ce qui est envisagé dans les semaines, dans les mois à venir. Ok. Donc aujourd'hui, vous êtes jeune de la région de Sédhiou. Beaucoup de régions sont en train d'être promulguées à travers les jeunes, mais les jeunes de Sédhiou décrivent aujourd'hui la promotion de leur personne en qualité de membres de PASTEF. Vous êtes parmi les décideurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque
ces nominations au niveau de la région? Moi, je pense que tout le monde ne peut pas être nommé le même jour. Tous les individus de la même région ne pourront pas être nommés le même jour. Encore moins, tous les individus du pays ne peuvent pas être nommés un jour. C'est vrai, dès le début, il y a eu une vague de nominations, plus ou moins importante. Ensuite, ça a été ralenti. Ensuite, ça a pris un peu son envol. Aujourd'hui, ça fait un bon moment qu'il n'y a pas eu de nomination côté civil. Mais côté militaire, les choses sont en train de bouger. Côté de la police, de l'administration, etc. C'est comme ça que marche l'État. Et les choses se feront naturellement, mais pas tous en même temps. Ça, c'est clair. Mais donc, on croit qu'il y a un problème interne entre vous au niveau de... Il n'y a pas. Parce qu'en fait, celui qui promeut les cadres du parti, pour ne pas dire, parce que j'aime pas trop le terme, mais c'est Bassirou Diomaye Faye qui est le président de la République, qui a le pouvoir de nommer au poste civil et militaire. Donc, il a la latitude de le faire quand il le veut, où il le veut, et comment il le veut, etc. En fait. Et l'idée aussi de mettre une certaine géographie dans les nominations n'est pas du tout notre intention. On n'est pas en train de voir est-ce qu'il y a plus de nominations au nord plus qu'au sud ou bien à l'est plus qu'au centre, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ces gens-là qui sont désireux de servir le Sénégal, Dieu sait, ils sont nombreux dans PASTEF comme hors PASTEF. On a essayé de prouver aux Sénégalais qu'on n'est pas on n'a pas compartimenté l'État en militants à part et non militants à part. Puisque dans les nominations, si vous vérifiez bien, il y a des non-PASTEF qui sont des alliés naturels, il y a des apolitiques, il y a également des membres de PASTEF, et donc qui sont éparpillés un peu partout dans le pays. Donc, à Sédhiou, nous avons un ministre. Il faut le reconnaître, dans la région, il y a un ministre, le ministre de la fonction publique, il est sédhiouois. Le président du groupe parlementaire, même si ce n'est pas une nomination, il est du département de Sédhiou et particulièrement de la commune de Sédhiou, c'est Abid Dafé. Donc, on attend, les choses vont venir naturellement. Et récemment, il y a eu quelqu'un qui a été nommé, qui est un allié, Fossar Soane. On espère et on sait que les postes auxquels le président peut nommer sont extrêmement nombreux et qu'avec beaucoup de patience, les jeunes seront promis, et particulièrement ceux de PASTEF, au niveau de la région. Donc, M. Sambou, aujourd'hui nous pouvons parler de la relation entre l'opposition et le pouvoir. Nous voyons qu'il y a beaucoup de tensions, y compris l'Assemblée nationale et le pouvoir central, pour ne pas parler du Premier ministre qui aujourd'hui est en train de faire une guerre interne entre l'Assemblée nationale et aussi le Premier ministre en personne à travers son politique de déclaration qu'il refuse pour d'autres, et pour lui, c'est un problème de règlement de loi. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, naturellement, on a fixé le 13. Et c'est normal puisque le 5, ils ont reçu l'annonce. Donc les délais de 8 jours doivent être respectés, ce qui a amené la date au 13 de ce mois. Il faut le reconnaître que la dissolution ou pas, son opportunité, revient au président de la République qui a la prérogative de le faire ou de ne pas le faire. Donc c'est à lui d'apprécier selon le contexte politique actuel et le climat qui règne entre l'opposition, surtout au niveau parlementaire, puisque nous ne sommes pas sans savoir que la dissolution du 16 et du HCCT avait été proposée par le président de la République et a été largement rejetée par l'opposition parlementaire. Mais ce qui est compréhensible, la majorité, ce qui est aussi compréhensible, parce que c'est eux qui ont instauré ces deux institutions. Vous voulez absolument de voter contre ça. Nous sommes l'exécutif. Bassirou Diomaye Faye a été largement élu par les Sénégalais et au premier tour avec 54%. Il est dit dans la Constitution que c'est le président qui définit la politique de la nation et au gouvernement de l'exécuter. Normalement, si nous sommes d'accord là-dessus, sur le principe, l'opposition devait laisser la largesse au président de la République de définir sa politique. Dans la politique du président de la République et dans sa vision et son programme, il avait promis de rationaliser les dépenses publiques. Ça doit passer pour lui, en tout cas pour PASTEF et pour Bassirou Diomaye, alors candidat. Ça doit passer par la suppression d'abord de certaines institutions qu'il estime être budgétivores et dont les fonctions peuvent se retrouver dans plusieurs autres institutions ou bien des appareils d'État, capables de le faire et naturellement. Mais si vous faites l'évaluation aussi de ces institutions-là, il est difficile aujourd'hui de défendre leur maintien. Parce qu'il n'y a rien, pas une seule fois où on a vu un rapport produit par ces institutions-là, qui sont censées peut-être faire des études, conseiller, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a une grève
depuis 2 ans pratiquement, au niveau donc des collectivités territoriales, en rapport avec la fonction publique locale, les agents des collectivités qui sont en grève. Où se trouve le HCCT? Où se trouve le 16? Les problèmes environnementaux, mais également les accaparements de terres et les conflits liés au foncier. Jamais ces structures-là ne sont intervenues pour calmer la tension sociale et aller vers la résolution de conflits. Ce sont des appareils, des institutions qui auraient dû servir à cela. Mais tout cela ne figure nulle part ailleurs. Ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui de défendre leur maintien au niveau institutionnel. C'est un peu les raisons qui fondent aujourd'hui, certains en tout cas leur pensée, qui visent à la suppression, qui proposent la suppression pure et simple de l'Assemblée, la dissolution pure et simple de l'Assemblée nationale, parce que si les blocages doivent provenir de l'Assemblée nationale, alors qu'elle devait coopérer pour que le président de la République mène sa politique et que l'opposition, parlementaire ou ailleurs, puisse s'opposer et surtout que le Parlement puisse contrôler, suivre les politiques de l'État, contrôler l'exécutif. Je pense que si cela n'est pas possible, on est obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Moi, je crois qu'il y a... Même si la date intervient bien sûr au-delà du 12, mais il n'est pas dit que l'Assemblée fera 2 années, exactement le 12, que l'Assemblée sera dissoute le 12. Je l'ai dit tantôt, il faut que le président étudie l'opportunité de le faire ou de ne pas le faire. Parce que si une opposition parlementaire est là et menace de voter une motion de censure à l'encontre d'un Premier ministre, sans aucune grief en fait, on n'a pas entendu de scandale de son gouvernement. On n'a pas entendu qu'Ousmane Sonko a détourné de l'argent ou aurait créé des histoires, des tensions inutiles. Donc, je ne vois même pas le fondement en fait de la dissolution, en fait de la motion de censure. Mais il s'attaque aussi à l'opposition. Mais ça, c'est la politique. C'est pour cela qu'ils vont faire des réponses politiques. Justement, l'Assemblée n'est pas un appareil politique. L'Assemblée, le rôle d'un député, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Si cela est, on est d'accord là-dessus, je pense que les états d'âme ne doivent pas guider l'action politique. Donc cette tentative, c'est parce qu'ils voulaient faire un coup politique, c'est la raison pour laquelle ils ont programmé ça le 11, parce qu'ils savent que c'est le 11, c'est l'avant-dernier jour des 2 ans de l'hémicycle. Donc naturellement, si aujourd'hui c'est programmé le 13, ils sont sous la menace d'une dissolution le 12, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que Ousmane Sonko aura le temps de faire la DPG comme prévu pour le 13? Je ne pense pas si le président de la République dissout le gouvernement, en fait, l'Assemblée nationale. C'est là où je ne comprends pas, parce que dès l'instant que l'État central annonce le 13 comme réaction du Premier ministre, il n'a pas le choix tout de suite. Et le Premier ministre annonce aussi que dès le 12, ces gens ne seront pas des ministres. Il a fait l'annonce avant le président. Ouais. Alors, le président a programmé ça le 13 parce que c'est le 5. Les délais de rigueur, c'est 8 jours. Donc, il n'a pas le choix. Même le président est tenu de programmer ça le 13. Il aurait fait ça le 12, ça n'aurait pas respecté la loi. C'est le règlement intérieur, malheureusement. Parce que c'est l'opposition qui a d'abord fauté en refusant de faire ce qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire. Okay. Dès qu'ils ont accusé ce retard-là, ça s'est répercuté sur tout le reste. Ensuite, le problème du règlement intérieur, le faux règlement intérieur est arrivé. Ça nous a pris pratiquement 1 mois et demi, ce qui nous a plombé, donc qui a carrément modifié l'agenda. L'Assemblée nationale, je vous dis, à l'état actuel, devrait être en vacances. Nous sommes dans les vacances parlementaires. Tout ce qui se fait actuellement à l'Assemblée nationale, c'est des sessions extraordinaires. Mais en réalité, les parlementaires devraient être en vacances. Donc, c'est clair là-dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est le débat du jour. Nous allons revenir un peu avec la jeunesse. Je vous ai dit que la politique aujourd'hui, le fardeau des Sénégalais, le problème des Sénégalais, c'est la jeunesse. Nous savons que nous avons une jeunesse explosante. On a une jeunesse qui fait presque 50% de la population. Mais cette jeunesse est restée à elle-même. Vous êtes venu au pouvoir avec l'espoir de donner à cette jeunesse la chance qu'il a perdue depuis des années. Aujourd'hui, nous voyons que cette vague d'immigration est en train de se multiplier. Qu'est-ce qui est dû à ça? Pour l'immigration, je pense que c'est un phénomène qui est là depuis longtemps et qui a toujours été un problème, un fléau pour tous les gouvernements africains. Et nous ne ferons pas l'exception. Ce qui est sûr, c'est qu'avant l'alternance que nous venons de faire, certains peuvent l'appeler révolution. En tout cas, nous de PASTEF, nous l'appelons une révolution parce que nous savons d'où nous sommes partis pour arriver à ce niveau-là. Et donc, ce phénomène était là. C'est guidé par 2 à 3 choses. La misère sociale,
parce qu'il y a la précarité qui étrangle les populations. Mais également, il y a des raisons politiques à tout ça. Parce que dans beaucoup de pays africains, les gens qui se sentent plus ou moins opprimés, ou les communautés qui se sentent opprimées, sont obligés de sortir du pays. Il y a également des raisons climatiques. Les changements climatiques ont pratiquement mis dans des situations catastrophiques certains paysans, certaines populations qui vivent dans les milieux ruraux, notamment la sécheresse par exemple, mais également l'érosion côtière, la salinisation des terres, mais la faiblesse des récoltes liée à la faiblesse de la pluviométrie conditionne en partie donc cette galère, cette misère qui oblige les jeunes ou les populations, désormais c'est toutes les couches, à émigrer. Avant ce sont les garçons qui le faisaient le plus, et les hommes, les chefs de famille, mais maintenant ce sont même les femmes qui se sont livrées intensément à cette activité-là, à ce mouvement de migration vers l'Europe. Et plusieurs voies sont empruntées. Aujourd'hui, nous sommes face à cette situation-là. Dans un premier temps, il y avait eu une montée de cette vague de migration-là durant la période où on avait incarcéré Ousmane Sonko. Parce que beaucoup de jeunes qui se voyaient en lui, qui l'ont pris pour icône politique et qui espéraient en tout cas un changement en faveur de la jeunesse, ont vu Ousmane Sonko, l'emprisonnement d'Ousmane Sonko comme étant un désespoir. Et donc beaucoup sont partis comme ça. Si vous vérifiez bien, depuis cette période-là, entre le 31 juillet de l'année dernière jusqu'au mois d'octobre, il y avait eu toute une vague de migrants et il y a beaucoup de bateaux qui se sont renversés dans l'océan. Maintenant, nous avons pris le pouvoir. Ce qui est incompréhensible, en fait, c'est que les choses continuent. Malgré l'alternance, le calme revenu dans le pays, les choses continuent. Ça peut s'expliquer par le fait que ceux qui sont là n'ont pas peut-être vu en tout cas des annonces fortes à l'endroit de la jeunesse. Mais Ousmane Sonko a toujours rassuré la jeunesse pour dire que vous êtes la priorité. Mais comme un État, c'est un appareil, tu as un programme, il faut le positionner dans l'appareil. Donc la mise en œuvre du projet de PASTEF, elle va prendre du temps, jusqu'au niveau de la déclaration de politique générale, mais également les nominations dont vous parliez font partie de ça. Parce que pour travailler mieux et réussir son projet, il faut le faire avec ses hommes et ses femmes. C'est ce que le régime est en train de faire, de changer des directions, des hommes et des femmes à la tête de certaines directions, aussi bien dans l'administration que dans les postes politiques. Il y a les élections législatives qui arrivent, certainement aussi, il y aura des changements à ce niveau-là. Mais le délai de 6 mois, d'habitude, en tout cas, pour l'essentiel des cas, dès qu'il est atteint, normalement, le projet doit commencer à être en marche. Récemment, j'ai reçu la note indiquant que tous les jeunes qui veulent faire, y compris vos métiers de journalisme et de monteur et tout, qui veulent faire des CAP, des BT, des BTS et des licences, peuvent aller s'inscrire dans les pôles emploi. Dans les pôles emploi, et ça va remonter vers les 3 FPT pour qu'ils puissent suivre des formations gratuitement à la charge de l'État. Okay. Donc ça, c'est une partie qui est quand même, c'est une solution, c'est une partie des solutions. Donc l'information doit passer, les jeunes d'habitude ne vont pas vers l'information. Il y a un minimum d'efforts de dépôt de dossier qu'il faut faire, ce que beaucoup de jeunes ne font pas. Sans vous interrompre, parce que sur les papiers, aujourd'hui, beaucoup de jeunes décrivent ça. Il suffit de présenter devant l'administration, on te parle des milliers de dossiers à mettre, et à un moment donné, ça bloque certains jeunes. J'ai échangé avec le directeur général de la D3FPT, il est en train de digitaliser les choses. Certainement, les gens n'auront même pas besoin de se déplacer pour faire les dépôts. Ils vont souscrire en ligne pour se voir pris en charge par les 3 FPT pour qu'ils puissent suivre en tout cas leur formation ou reprendre les études, etc. Okay. Donc en parlant des jeunes, nous allons répondre dans notre région, en parlant de notre stade. Le ministre de la Jeunesse et du Sport s'est rendu à Ségou. Elle a décrié la manière dont est géré notre stade régional. Elle n'a pas donné de solution immédiate. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle? Le stade régional est un scandale comme tous les autres. Il n'est pas moins important, il n'est pas plus important. Parce que nous venons de renverser un régime qui pratiquement avait habitué les Sénégalais au scandale. Donc un stade régional pour qui on a dit que les dépenses remonteraient à 80%, c'est-à-dire le décaissement donc, des fonds alloués à la réalisation du stade serait à 80%, pour un taux de réalisation qui, mensongèrement, avait été annoncé pour 60%, et aujourd'hui, sur le terrain, on n'a qu'une clôture. On n'a qu'une clôture, il n'y a rien de démarré, en tout cas, au niveau du chantier.
Ce qui veut dire qu'il y a un détournement de fonds. Les enquêtes vont suivre leur cours et donc les responsables, certainement, ça ne quittera pas l'ordonnateur de la dépense, ou du moins le maître d'ouvrage, qui est le ministère des Sports de l'époque, et l'entrepreneur. Okay. Ensuite, nous n'avons pas le choix, c'est des choses qui sont là, l'État est une continuité, il va falloir refinancer le projet pour que l'année prochaine, au moins à pareil moment, que les gens puissent jouer au football là-bas. Mais aujourd'hui, la jeunesse de Séville n'est pas dans les navettes comme toutes les autres régions. Ils sont bloqués par des infrastructures de clôture et de finition des stades. Aujourd'hui, cette jeunesse est en train de décrier tous ces problèmes dans le sport. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour donner comme solution à ces gens-là? Moi, je pense qu'il faut, puisque le plus dur a été fait, des marches ont été organisées, des jeunes ont été même emprisonnés pour des contestations, pour avoir contesté en tout cas les lenteurs au niveau des chantiers. Le mieux, c'est de prendre leur mal en patience, leur dire que l'État du Sénégal, en tout cas le nouveau régime, fera tout son possible pour qu'ils puissent recommencer à jouer dans le stade. Pour le stade municipal, vous savez également, ça a mis pratiquement 9 ans avant d'être fini. Et ce n'est qu'à la venue de Bassirou Diomaye Faye, voilà, du président de la République, on a repris les travaux. Dieu merci, on a terminé. Mais il reste une partie de la clôture qui était censée être prise en charge au moins par la mairie, puisque c'est un stade municipal. Mais malheureusement, les choses traînent. Vu l'état actuel de l'avancement des choses, nous sommes pratiquement à mi-septembre. Il est presque insensé de démarrer des navettanes à pareil moment. Le mieux, c'est de surseoir à tout ça et de mieux se préparer l'année prochaine, démarrer très tôt les navettanes et les terminer à temps aussi. Merci M. Sambou pour votre pertinence, parce que vu la manière dont vous expliquez les choses, ça veut dire que vous maîtrisez ce que vous faites. Maintenant, aujourd'hui, l'inquiétude que j'ai, moi, le président de la République a fait sa première sortie internationale en Chine pour aller faire des partenariats. Cela signifie quoi? Est-ce qu'il est en train de tourner le dos à l'Europe ou bien à la France? Nous sommes conscients d'une chose, et c'est notre conviction, c'est que le partenariat doit être multiforme, mais également on ne doit pas privilégier un partenaire plutôt que l'autre, comme ça l'a été peut-être dans les années d'après-indépendance et même après. Jusque dans les années 2000, on avait un partenaire sur qui on se focalisait le plus, on lui donnait les 80% donc des investissements. Aujourd'hui, nous avons changé donc le logiciel. C'est le bilatéralisme qui compte le plus, qui est le plus utilisé en tout cas. Et à chaque fois, il est privilégié au moins la question de la souveraineté. Tous les partenaires qui nous aideraient à matérialiser notre projet de souveraineté, on est preneur. Et la Chine est un exemple, puisque le modèle économique chinois a fait ses réussites, a fait ses preuves. Aujourd'hui, la Chine se dispute la tête de l'économie mondiale avec les États-Unis, à tout point de vue. Donc, c'est un très bon partenaire, ce qu'on peut dire. Okay. Et la preuve, les conventions et les contrats signés, les promesses de soutien, de financement qui ont été faites sont axées sur 3 à 4 domaines. Le domaine portuaire, le domaine agricole, mais également le domaine de la santé et de l'éducation. Donc les infrastructures également. Donc c'est quand même encourageant, puisque nous avons conviction que l'agriculture est un puissant levier de mise en place d'une souveraineté, en tout cas alimentaire surtout. Donc, de relance économique, puisque l'agriculture c'est le secteur primaire. Et comme nous comptons une industrialisation, nous sommes obligés de financer ce secteur-là, après maintenant aller progressivement vers une industrialisation. Ok, merci M. Sambou. Nous sommes à la fin de cette émission, mais nous allons vous laisser le temps de vous adresser vos derniers mots à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous écoutent d'ici et de très loin dans la diaspora. Et qu'est-ce que vous allez dire en dernier mot? En dernier mot, remercier les techniciens, le directeur de la télévision, mais également l'ensemble des collaborateurs qui travaillent dans Baobab audiovisuel. Dire aux populations sénégalaises et particulièrement à la jeunesse d'être patient, parce que le plus dur est fait. Ce qui est sûr, toutes les ressources que nous allons mobiliser dans le pays vont majoritairement retourner vers les populations et particulièrement la jeunesse qui aujourd'hui compte plus de 70% donc de la population. On est en train de travailler à rendre les financements beaucoup plus accessibles, mais également à les garantir
à former la jeunesse à tout niveau, puisque nous sommes pour une jeunesse qui est formée, qualifiée, mais une jeunesse également qui est efficace. Okay. Merci, chers téléspectateurs. On est très content de vous avoir aujourd'hui comme invité. Nous vous remercions pour votre disponibilité et nous remercions les téléspectateurs et vous dire bonsoir et prenez soin de vous, que cette année soit la meilleure par rapport aux autres années. Merci.